un jour, j'ai réalisé que les gens pouvaient ne pas penser comme moi. Et le jour où elle a juste réalisé ça, elle a compris plein de choses. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de Imago Tattoo Talk. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur. C'est comment bien s'entendre avec ses collègues, ou plutôt le conflit en entreprise. Comment on règle le conflit? Moi, le conflit, c'est un truc, ça me plaît pas. Mais alors, pas du tout. Mon Dieu, tu sais, moi, ma réaction au conflit, c'est la fuite, direct. Je panique à bord. T'es sûr que s'il y a conflit, je vais vraiment pas avoir envie de le régler. Alors qu'en fait, si je me trompe pas, la première chose à faire, c'est justement de crever l'abcès, c'est ça? Alors moi, normalement, quand il y a conflit, je vais y avoir du... Alors pour le coup, je réagis complètement à l'inverse de toi, parce qu'on est très différents. Et moi, perso, conflit, je vais monter dans les tours, je vais vraiment avoir du mal à gérer mes émotions. Ça, c'est quand on ne travaille pas sur soi. En fait, c'est le même système. Moi, je gère pas les émotions. En fait, si tu veux, c'est comme le lézard dans Rango, là, tu vois. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et moi, je me fige. Moi, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de me barrer, j'ai besoin d'arrêter le débat. Ou alors, si tu continues, après, je peux exploser et dire n'importe quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment... je pense que c'est un peu la même chose, hein. C'est submergé par un truc qui te fait pas plaisir, et comment tu réagis à ce truc qui te fait pas plaisir. C'est ça qui est compliqué, et que tu vas nous aider à décortiquer aujourd'hui, parce que moi, je suis qualifié grâce à toi, on va dire, hein. Oui, je ne suis pas une experte non plus, mais disons que j'ai appris. Alors que toi, tu as quand même des compétences, des prédispositions à gérer justement les conflits malgré tout. Ouais, il paraît. Alors, tu vois, ça, c'est un truc que j'ai découvert avec le développement personnel et les trucs, on va y venir tout à l'heure. Et parce qu'on a plusieurs profils de personnalité, et c'est souvent ça qui génère les conflits. Par exemple, si toi tu penses d'une certaine façon, on va dire tu penses blanc et moi je pense noir. Celui qui pense noir, il va pas comprendre celui qui pense blanc s'il n'a pas les codes. Voilà. Et le truc, c'est ça, c'est d'arriver à attraper les codes de la personne avec qui tu bosses, avec qui tu collabores, pour pouvoir faire quelque chose pouvoir régler les choses plus facilement, on va dire. Alors là, c'est vrai que tu vas vite parce que je vais te raconter un truc. C'est que un jour, j'ai une collègue, je sais pas si tu te souviens de Marine, elle me disait un jour, j'ai réalisé en fait que les gens pouvaient ne pas penser comme moi. Et le jour où elle a juste réalisé ça, elle a compris plein de choses. Ah oui, c'est énorme, hein. Moi, c'est pareil, hein. Moi, je suis resté autiste là-dessus, mais pendant des années, à me dire, mais c'est pas normal que les gens ils pensent pas ça, c'est un truc tout bête, c'est un truc tout méchant. Et en fait, nos cerveaux ne sont pas du tout câblés de la même façon, tu vois. Enfin, moi, je sais que j'ai souvent ce problème-là. Maintenant, j'ai une forte capacité d'adaptation, je suis un caméléon, je m'adapte un peu à tout, tu vois, mais pendant longtemps, c'était chaud, quoi, chaud, j'arrivais pas, hein. C'était toujours la faute des autres, etc. Et ça, c'est le cercle vicieux qu'on va décortiquer après. Ça, c'est terrible. Si on bosse pas, on est dans une situation où on rejette facilement la faute sur son collaborateur, au lieu d'essayer de commencer à intégrer le truc et à le démêler en interne. C'est tellement plus simple de dire que c'est l'autre, c'est la faute de l'autre, que assumer et se remettre en question. C'est toujours plus simple d'accuser les autres. Au moins, on bouge pas. Je pense en fait, pour aider à bouger, et c'est là où en fait on va vous expliquer, il y a quand même pas mal de choses à faire pour arriver à choper quelques clés et surtout à vivre mieux les choses et à être, on va dire, un bon collègue de travail. Parce que c'est ça aussi, hein. Il faut apprendre à se connaître soi-même, c'est ça. Et comment on apprend à se connaître soi-même? Comment on apprend? Par plusieurs... Il y a plusieurs façons de mieux se connaître. La première, effectivement, c'est faire du développement personnel. Alors, qu'est-ce que c'est le développement personnel? C'est un mot assez vague. Ouais, c'est un gros mot, c'est un mot qui fait peur. C'est un truc que j'ai eu sur le tard. Quand t'as la vingtaine, tu dis, qu'est-ce que tu veux? Moi, je vais pas les consulter, je suis pas un fou, hein. J'ai pas besoin de ça, moi je me démerde tout seul, j'ai pas besoin de quelqu'un qui va me dire comment je dois me comporter. Souvent c'est ça la réaction première qu'on a, on a un truc très négatif, alors qu'en fait, moi je peux vous le dire aussi, hein, c'est quelque chose c'est magique même presque. Ouais, en fait mieux se connaître, donc on peut passer par la thérapie, par le coaching, par plein de choses en fait. Les tests de personnalité aussi nous permettent de mieux comprendre comment on fonctionne. Alors c'est jamais très confortable parce que
quand tu crois être quelqu'un et que finalement tu t'aperçois que tu n'es pas la personne que tu crois, bah, c'est assez déstabilisant. Ouais, carrément, carrément. Moi, je rebondis direct là-dessus parce que, en fait, avant de vraiment savoir comment je fonctionnais, j'étais persuadé que j'étais capable de tout. C'est-à-dire, tu me disais n'importe quoi, je sais pas moi, ouais, je suis un gérant d'entreprise, je suis capable de relever les défis. Bien sûr que je peux avoir un poste à haute responsabilité dans une boîte, à l'époque où je cherchais du taf, dans le marketing, la communication, tout ça et tout. En fait, j'avais pas de compétences dans le marketing et la communication. Moi, j'étais purement manuel, graphiste, etc. J'étais un effectueur de tâches, j'étais pas un donneur d'ordre à cette époque-là, j'avais pas les qualifs et j'étais persuadé que j'avais les qualifs, et quand j'arrivais en entretien d'embauche, je me faisais laminer à chaque fois, mais tout ça parce que j'avais pas conscience de ce que j'étais capable de faire ou pas, j'avais une trop haute évaluation de mes capacités et je sais pas comment expliquer ça. C'était pas non plus une trop haute estime où on va dire genre je me la pète, je sais faire plein de choses, je suis au-dessus de tout. Ça peut s'analyser comme ça vu de l'extérieur, mais au fait en vrai c'est que je n'étais pas conscient de ce que j'étais capable de faire et de comprendre. Tu sais, des fois, on a l'impression, quand on lit quelque chose, de comprendre et d'incarner le truc. Et finalement, en fait, comprendre, c'est pas être. Moi, ça me fait penser à ça quand tu dis ça. Tu sais, les gens qui lisent des livres et qui disent « Ah oui, ah ben voilà, j'ai compris, il faut faire ça ». Ouais, mais il suffit pas de le faire pour être. Il faut mettre en pratique à bloc. Hein. Moi, pendant longtemps, j'ai intégré la théorie sans jamais la pratiquer. Donc en gros, j'avais le truc, j'ai dit ouais, c'est bon, c'est ça qu'il faut faire, j'ai compris. Comme tu dis, exactement pareil, quoi, tu vois. Et en fait, dans l'action, à un moment donné, si tu n'as pas quelqu'un qui t'aide à travailler, bah, tu t'aperçois rapidement que tu bouges pas, que tu es toujours dans les mêmes mécanismes et que en fait, quand tu te rentres dans une démarche de développement personnel, lire des bouquins c'est excellent, c'est très bien. Pour ma part, je trouve que d'aller voir un psy ou un coach ou peu importe, ou quelqu'un qui t'aide, de te créer un espace de parole et de liberté pour discuter, c'est ultra important et ça t'aide à passer à l'action et à mieux comprendre plus facilement, je trouve. Oui, parce que ça suffit pas de lire. Après, c'est important d'avoir une personne neutre qui a un regard extérieur. Quand tu lis un livre que tu es tout seul dans ton lit, tu lis ton bouquin. S'il y a des trucs que tu lis qui te plaisent pas, par exemple, tu vas zapper. Alors que si tu es accompagné par quelqu'un, la personne, elle va venir creuser, elle va venir titiller, elle va venir... Et grave, moi je peux en parler facile parce que ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Je suis suivi par une coach, psy, etc. Elle a plusieurs casquettes. Et en fait, ce qui est génial, c'est que quand tu lui racontes un problème que tu vis au jour le jour, que ce soit personnel ou professionnel, etc. À un moment donné, tu vois, la personne, elle va capter comment tu marches et elle va te regarder, elle va te poser la question qui fâche, tu vois. Et toi, alors c'est soit tu dis, ouais, non, c'est bon, en fait, c'est pas ma faute, c'est sa faute à lui, ou d'un coup, tu vas dire, ah ouais, putain, là, elle a piqué où ça fait mal, et c'est là où il faut bosser. C'est un peu comme si tu étais dans un combat de boxe amical, et puis que d'un coup, elle te mettait la grosse pichenette dans les côtes, et que, oh putain, merde, tu sais. La saleté, elle m'a fait mal là. Et ouais, c'est un peu ça. Et en fait, c'est un combat interne en fait le développement personnel parce que tu dois. C'est un peu comme si tu étais un vieil ordinateur programmé et qu'il fallait te remettre à jour. Et te remettre à jour avec des bases saines qui te permettent de communiquer avec les gens autour de toi, quoi. Voilà, donc ouais, c'est une des pistes pour apprendre à mieux se connaître. Ouais, le développement personnel, mais aussi un suivi avec quelqu'un, un coach. On peut trouver même des hypnothérapeutes, des sophrologues, sophroanalystes. Enfin, on peut aller chercher. Il faut un art thérapeute. Il faut vraiment aller chercher quelque chose qui te parle en fait et pas le voir aussi comme quelque chose parce que ça peut être très mal vu. Nous, on vient d'une famille qui juge les personnes qui vont consulter de faibles, des personnes fragiles, alors que pas du tout. Je pense que quand tu es en capacité de travailler sur toi, c'est presque une preuve d'ouverture, d'intelligence émotionnelle et d'une envie de progresser, de grandir. En fait, on vient d'un milieu rural, que des paysans, tu vois. Les paysans,
c'est développement personnel, tu vois, c'est. Si t'as besoin de faire du développement personnel quand t'es paysan, tu gueules un bon coup, comme ça, et puis tu vas t'occuper de tes champs ou de tes bêtes, et après ça va mieux. Sauf qu'en vrai, c'est pas la meilleure façon de procéder. Voilà. Bon, ben, nous, du coup, on travaille pas avec des bêtes ou ni dans un champ, on travaille avec des gens, donc on est obligé de se mettre à la page si on veut que ça tourne bien, quoi. Oui, et puis alors, il faut noter aussi que la principale cause des conflits, c'est l'inconscience de ce qui se passe en nous. Donc, si tu travailles pas sur toi, tu as 2 fois plus de chances d'être en conflit ou avec ton partenaire, ton conjoint, ou avec ta famille. Ou... Enfin voilà, je veux dire, si tu conscientises pas tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, si tu n'arrives pas à écouter ce que tu ressens, tu peux pas t'aider, quoi. Et si tu peux pas t'aider, tu peux pas aider les autres. Et comme tu dis, si on travaille avec d'autres personnes, si tu veux les aider, si tu veux avancer, il faut de fait travailler sur toi, quoi. Ouais. En fait, le boulot, c'est comprendre ce qui t'arrive quand tu sens que ça commence à monter à l'intérieur, là, tu vois, que tu commences à avoir une boule là, ou tu commences à avoir une montée, genre que tu as la colère qui arrive et que tu as envie de tout casser, de tout brûler. C'est comprendre ce qui se passe. Il est violent. Waouh, moi ça me viendrait pas à l'idée de tout casser et tout brûler, mais bon. Ouais, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé, tu mens. Et du coup, ouais, c'est de comprendre ce qui se passe et puis de savoir, tu vois, ça va te permettre d'apprendre à respirer et avec le temps, pas tout de suite. Parce que le processus il est long en fonction des personnalités, et tu vas pouvoir apprendre à gérer cette situation-là sans partir en vrille, quoi. Voilà. Dans le cadre justement du fonctionnement d'un salon où on a de fortes personnalités, de forts égos, si déjà tu sais comment tu réagis quand il y a un truc qui te plaît pas, c'est déjà un bon premier pas pour détendre l'atmosphère derrière, quoi. Après, il y a encore d'autres trucs qu'on peut faire pour apprendre à mieux se connaître et qui sont super chouettes. Après, c'est encore un stade au-dessus, mais ça, tu vas nous en parler. Ouais, c'est le travail sur les valeurs quand on collabore en équipe, c'est ça? Ouais, moi je pense que faire un travail sur les valeurs, d'ailleurs, moi je suis présidente d'une association et ça a été mis dans les statuts, c'est une grande première, mais on a mis les valeurs de l'association et pour moi, c'est une base, c'est comme des règles à respecter. Voilà. Les valeurs, on les travaille ensemble, on les valide ensemble. Et si tout le monde valide, c'est comme un contrat, tout le monde les respecte. Et du coup, on est... Mais avant de travailler les valeurs en collectif, on les fait en individuel, non? Parce que si tu sais pas tes propres valeurs à toi... Oui, tu peux travailler sur tes valeurs, effectivement. Et c'est important de le faire. Ça, c'est un travail personnel. Et après, derrière, si tu n'as jamais travaillé sur tes valeurs, effectivement, on travaille sur les valeurs personnelles. Et après, on fait comme une espèce d'entonnoir et on part de ces valeurs personnelles et on essaye de trouver un consensus, des valeurs partagées au sein de l'équipe. Se mettre d'accord sur des trucs en disant « Ouais, moi je me retrouve là, moi je me retrouve pas là. » Et le top... quand même, c'est qu'on arrive à se mettre d'accord sur une majorité de valeurs. Mais ça, on y viendra après. On aura des exemples à vous raconter là-dessus. Genre les tests de personnalité, ça, on n'en a pas parlé. Et je trouve ça super chouette. Moi, je trouve que c'est un truc, ça m'a permis de me soulager par rapport à mon comportement. Parce qu'il y a des fois, je me sentais un peu extraterrestre. Et donc Ludivine, en fait, elle a fait une formation de coach coach personnel, coach de vie, donc c'est de l'accompagnement avec des particuliers, on va dire, avec des individus. Et elle a fait aussi coach en entreprise. Et dans ce cadre-là, elle a appris à se servir d'un outil qui s'appelle le TLP. Alors c'est un truc, on dirait le twister, tu sais, quand tu tournes la roue avec les couleurs et que tu mets un pied là, une main là, etc. C'est un peu le même système. Il y a le même système de couleurs avec un tapis et tout. Et du coup, c'est super chouette parce que tu remplis tout un questionnaire. Donc tu sais jamais trop comment répondre, en fait c'est un peu, mais c'est normal. Oui, alors justement, il ne faut pas se poser de questions, ça dure 10 minutes, grand max, il ne faut pas se poser de questions et il faut répondre les premières réponses qui te viennent. Et de là, on sort un truc magique. Ouais, vraiment chouette parce que du coup tu prends conscience de quelles sont
tes points forts et puis tes points faibles aussi du coup par la même occasion et tu comprends enfin pourquoi tu réagis de certaines façons en fonction de certaines circonstances. Ouais. Alors après, il y en a beaucoup qui sont contre ces tests de personnalité parce que c'est quelque part c'est se ranger dans une case. Après, l'idée c'est de pas se dire ok je suis comme ça et je resterai comme ça, je serai comme ça toute ma vie. Non, c'est de dire voilà j'ai identifié mes talents. Je sais où ça prêche un peu, où pour moi c'est plus difficile d'aller activer d'autres ressources. Et une fois que tu as identifié ça, tu sais qu'il va falloir redoubler d'efforts si tu veux progresser sur certaines compétences. Et là où tu es plus à l'aise, tu vas pouvoir exceller en fait. Donc oui, pour compléter ce que tu disais, le TLP, ça permet donc d'identifier les talents. Donc on a ceux qui sont plus dans la stratégie, leadership, entreprendre, mobilisateur, etc. On a ceux qui sont plus dans le contrôle, dans les normes, les garanties, dans l'opérationnel, dans la production. Et puis après, on a les autres qui sont plus dans le soutien, dans le service. Ce sont des facilitateurs, ils sont plus dans le relationnel. Et enfin, la quatrième couleur, donc je n'ai pas cité les couleurs pour embrouiller personne, parce qu'il existe un autre modèle où les couleurs ça ne correspond pas du tout à la même chose. Bref, et le dernier, donc c'est plus dans la recherche, investigateur, c'est plus c'est dans la création et tout. Et une fois que tu as identifié ça, eh bien, dans ton équipe, ce qui est intéressant, c'est de voir si ton équipe est complémentaire ou pas. Et s'il manque une couleur, tu peux axer ton recrutement sur cette couleur et tu sais que tu rempliras la roue et tu auras toutes les personnes dans ton équipe qui pourront potentiellement avoir les compétences nécessaires pour gérer une entreprise. C'est ça, c'est le truc, c'est magique dans le sens où c'est là ce que j'expliquais tout à l'heure, quand tu crois que tu es capable de faire des trucs et qu'en fait tu n'en es pas capable. Alors ça veut pas dire que tu n'es pas capable, mais tu vois par exemple, moi je suis dans la création et dans l'empathie et la relation avec les gens. Et je suis pas trop dans le côté leadership, entrepreneuriat, etc. normalement. Ça veut pas dire que je suis pas capable, ça veut juste dire que si je vais chercher le leadership, être un vrai fer de lance pour un groupe, etc., ça va me coûter une énergie de dingue et je suis pas naturellement doué là-dedans. Après, tu peux te former. Tu peux te former à ça et devenir bon. Sauf que au niveau de tes prédispositions, tu n'es pas comme ça. Tu auras plus de facilité à créer quelque chose, par exemple. Ça va me demander un acting de fou, quoi, en fait, jusqu'à ce que ça devienne naturel. Après, mais ce qui est sûr, c'est que je serai beaucoup moins bon que quelqu'un qui a des aptitudes naturelles pour ce truc-là. Ça, c'est sûr certain. Il y a des gens, ils ont un leadership naturel qui est incroyable. Il y a des gens comme ça, ils savent faire. Et après, ce que tu peux faire, c'est t'inspirer de ces gens-là et de ces trucs-là pour aller chercher les compétences que tu as besoin et du coup devenir plus complet. Mais moi, si je devais conseiller un truc, ce serait quand même de pousser là où tu es bon, quoi. Je trouve ça dommage, et puis de déléguer là où tu n'es pas bon. Ou de collaborer avec quelqu'un qui a des aptitudes complémentaires aux tiennes. C'est ça. Mais pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est la fameuse règle des 4 P, là. Tu sais, j'aime bien partager ça, parce qu'en fait, c'est au départ, tu préfères faire quelque chose, en fait, tu vas forcément plus le pratiquer. Et si tu le pratiques plus, ça va induire plus de performance, de rapidité, d'accord, une qualité du travail plus. Et forcément, ça va induire plus de plaisir et de confiance. Donc, c'est un cercle vertueux que d'activer un talent. Moi, je suis pour sortir de ma zone de confort et pour aller activer justement ce qui
là où ça prêche un peu. Mais effectivement, ça me demande beaucoup d'énergie d'aller activer. Par exemple, pour moi, c'est le bleu, quoi. Je manque souvent de structure et je sais que je peux l'activer. Par contre, ça me demande. T'avais dit que tu parlais pas de couleur. Et t'as parlé de couleur. Tu sais pas t'empêcher, hein. Pas possible. Non, parce que chez Imago, on parle de couleur, on parle en couleur. Avec Julie, c'est marrant, on s'envoie des vannes et tout. On sent la bleue et tout. Donc c'est marrant parce qu'après, on a le même langage aussi. C'est ça, c'est que le fait d'identifier tout ça, l'avantage c'est quoi? C'est que quand, par exemple, nous, au shop, quand on... Un exemple, on a tendance à remplir les poubelles. On les remplit. Et on attend la bleue qui va venir les vider. Voilà. Et donc, c'est pas vrai, on n'attend pas. Moi, je suis pas d'accord. C'est pas une question d'attendre. C'est une question qu'on n'a pas le même timing. Et on n'a pas les mêmes priorités. Non, mais c'est la vérité. Moi, la poubelle, je vais la faire. La poubelle de la pièce où je travaille, je vais la faire régulièrement parce que tu laisses pas la poubelle de la pièce de tatou moisir comme ça longtemps. La poubelle du lieu commun, c'est pas qu'elle moisit, c'est qu'à un moment donné, je fais ça quand j'ai le temps. Et en fait, j'ai une priorité sur autre chose. Je vais prioriser mes dessins, je vais prioriser mes réunions, je vais prioriser mes trucs, je vais prioriser ce qui me fait le plus kiffer. Moi, changer la poubelle, même si c'est plus confortable à vivre tous les jours, m'en bats les couilles de la poubelle, moi, tu vois, vraiment, c'est c'est pas ma priorité, quoi. Du coup, oui, voilà, c'est pas les mêmes priorités, c'est tout. Du coup, quelqu'un qui va être un peu plus axé organisation, rangement, opération, ça c'est ce type de personnes-là, c'est des gens qui ont besoin d'ordre et de rangement, et ça ils peuvent pas être efficaces dans un environnement bordélique, alors que moi je peux y arriver très facilement. Ouais, on va peut-être mieux s'adapter. Mais j'aimerais bien avoir cette rigueur des fois. Quand je vois la poubelle se remplir, me dire allez, je vais la fermer, je vais la jeter. Je sais pas faire. Tu fais déjà pas à la maison, alors je vois pas pourquoi tu ferais au salon en plus. Donc ouais. Et, moi, tu vois, juste pour rebondir là-dessus, et après on passe à la suite, ce côté bleu là, ce côté opérationnel etc. Moi, je l'avais pas du tout, et je suis allé le chercher à fond pour le tatou. Parce que dans le tatou, tu en as vraiment besoin de ce côté opérationnel, technique, détail, rangement, tel truc dans tel ordre. Enfin, si tu veux être performant dans le tatou, il faut être obsessionnel, si j'ai envie de dire. Tu vois, voilà, c'est ça qui va te rendre performant. Je valide. D'ailleurs, c'est marrant parce que Laurent, il se fout souvent de ma gueule. Quand j'ai rendez-vous avec un client, je mets toujours 3 plombes avant de commencer. Et bien là, je peux t'expliquer pourquoi. Parce que quand il arrive, je papote avec lui, je fais connaissance, je parle du projet, on imprime le projet, tout ça. Jusque-là, tout va bien, je suis dans mon élément, je suis dans mon rouge, tout va bien. À partir du moment où il faut imprimer le stencil, poser le stencil, se concentrer donc sur la symétrie, et préparer le poste, réfléchir à ses aiguilles, réfléchir à comment je vais piquer, etc. Là, il n'y a plus personne. Là, je suis seule avec moi-même et là, je me dis, ok, Lulu, tu peux plus parler là, concentre-toi. Et donc, quand j'arrive à ce moment-là, j'y vais à ce moment-là, quand je suis certaine d'avoir fait le tour avec mon client. Donc, si ça prend 1 heure, ça prend 1 heure et puis après... Je sais que je ne peux plus parler parce que j'ai besoin justement de me concentrer énormément pour préparer la séance en fait. Donc effectivement, ça me demande beaucoup d'énergie. Elle arrive des fois à 9h30 et à midi, elle n'a pas encore attaqué à piquer. Bon, ça, tu n'étais pas obligé de le dire. C'est bon ? On passe à la suite ? On en vient au fait qu'une fois que tu as travaillé sur toi-même, donc c'est pas un truc, ça se fait en one shot, hein, c'est un truc constant, hein, c'est un truc à mettre dans sa routine et vraiment à faire attention à travailler sur le long terme. Moi, si je peux me permettre, j'ai envie de vous dire, il faut travailler toute sa vie. Et du coup, une fois que tu es là-dessus, tu peux passer au travail en équipe. Tu vois, tout à l'heure on a parlé des valeurs.
On parlait qu'il fallait savoir connaître nos valeurs personnelles. Donc, je dis une connerie, moi ça va être le respect, la justice, la bienveillance, etc. Voilà, ça va être un peu ces choses-là. Moi, je sais pas, j'en ai 5-6 qui sont vraiment fondamentales pour moi. Et on a tous des priorités différentes sur les valeurs. Et du coup, le travail en commun des valeurs au salon, ça permet de créer un axe commun à tout le monde, à tous les gens qui travaillent là-bas. Ça permet de créer un espèce de début de cadre, on va dire. D'ailleurs, ça me fait penser, je sais pas si on en avait parlé, de faire un truc, un dessin mural avec nos valeurs. Même si elles peuvent changer, mais ça pourrait être sympa de décorer le shop avec. Enfin bon, c'était une petite parenthèse. C'est une bonne idée, faire une espèce de fresque avec des mots ou des illustrations qui pourraient définir ça. Et parce qu'en fait, de faire ce travail-là à plusieurs, ça permet de voir déjà si on est sur la même longueur d'onde, si on a les mêmes objectifs. Et ça permet aussi, malheureusement, des fois, de capter qu'il va peut-être y avoir des difficultés de collaboration. Nous, on a eu ce cas de figure-là une fois, et justement, à la fameuse réunion où on devait parler des valeurs, la fameuse personne en question, déjà, parlait de ses valeurs, elle a vécu ça comme quelque chose de pas cool, et elle était jamais d'accord avec nous sur les valeurs, quoi. Oui, parce qu'en plus, je tiens à préciser, quand on travaille sur les valeurs, on ne cherche pas à ce que la personne développe les valeurs. C'est-à-dire, une valeur, ça peut être respect, comme il disait Laurent, ça peut être amour, bienveillance, famille, générosité. C'est des mots plutôt légers, sans poser de questions de qu'est-ce que tu y mets derrière, quoi. Ça reste que des mots. Et le but c'est de pas de faire ce genre de réunion, le but c'est de pas de pas se faire une séance d'analyse, hein. Ça justement c'est ton travail perso à toi et ça reste à se faire privé. Personne, si t'as un collègue qui commence à vouloir faire le psy avec toi de manière un peu trop intrusive, red flag, stop, va-t'en. Non, là pour le coup, ouais, c'était juste une mise en place de dire est-ce que tous les gens réunis autour de la table, est-ce qu'on va dans la même direction ou pas? Et là, clairement, on a eu un bon indice qu'il y avait une des personnes qui n'allait pas dans la même direction que nous, quoi. Et du coup, ça a expliqué pas mal de problèmes avant, et pas mal de problèmes aussi qui se sont passés après. Bon, du coup, forcément, soit on arrive à travailler sur les problèmes qu'on a et à grandir ensemble, ou soit c'est trop énergivore. Alors oui, le problème qui s'est posé sur ce cas-là, c'est que la personne n'était absolument pas d'accord pour travailler sur, tout simplement sur ce problème-là, c'est-à-dire le fait de se braquer en réunion et pas vouloir collaborer, même pour une réunion très légère en fait. Elle ne voulait absolument pas de réunion, elle voulait absolument pas discuter de choses comme ça. Donc quand il n'y a pas de communication, forcément après il n'y a pas conflit, mais il n'y a pas de collaboration possible en fait. Quand la personne ne veut pas discuter autour rien que d'accepter ces réunions, de discuter autour de ses valeurs, du coup tu peux pas collaborer en fait, tu peux pas avancer dans une direction avec cette personne-là, puisque de fait elle est braquée et elle veut pas valider le processus. Il y a un troisième travail qui est important à faire pour arriver à résoudre les conflits, tu vois, quand ça clash un peu au salon. C'est apprendre à écouter. Alors ça c'est dur, parce que souvent le premier réflexe qu'on a, et c'est souvent l'ego qui parle, quoi, on a envie de l'ouvrir. On a envie de dire c'est pas ma faute, c'est la tienne. On a envie de prendre le lead et de prendre le dessus sur les autres. Alors c'est pas le cas de tout le monde, hein. Moi je sais que c'est pas mon naturel, mais pour beaucoup de monde c'est ça. On n'a pas envie de passer entre guillemets pour un faible. Et du coup, l'effort à faire en premier, c'est de partir du principe que toutes les personnes, elles ont un bon fond. Que tout ce qu'elles font, elles ne le font pas à mal. Voilà, c'est quand même super rare de tomber sur une personne vicieuse et qui a envie de te faire du mal, etc. C'est pas la majorité des gens qui sont comme ça.
sais pas ce que t'en penses. Moi, j'ai pas beaucoup croisé de gens profondément vicieux qui sont là à vouloir, je sais pas moi, il te défait la roulette de ta servante pour que tu te casses la gueule pendant que tu tatoues. Moi, j'ai jamais rencontré de gens qui veulent te faire des crasses comme ça, quoi. Tout dépend de tes croyances. Si tu crois que le monde est pourri, ton monde sera pourri. Si tu penses que la personne avec qui tu collabores tous les jours, elle est mauvaise, forcément, tu mettras des actions qui feront que cette personne, elle va tomber dans ton propre piège, en fait, et elles te donneront raison. Mais si tu pars du postulat que la personne avec qui tu collabores, c'est une belle personne, elle est bienveillante et que tout ce qu'elle fait, elle le fait avec que des bonnes intentions, c'est ok. Des fois, apprendre à écouter, c'est compliqué. Tu vois. Je te donne un exemple de quand je bossais, pas le premier salon où j'ai bossé, le deuxième, la personne avec qui je bossais, donc c'est quelqu'un qui m'a ouvert les yeux sur plein de choses dans le tatou, mais c'était dur de travailler tous les jours avec, parce que la personne, elle était toujours dans la peur et la paranoïa de perdre quelque chose. Et moi, ça me demandait toujours des justifications, tu vois, alors que ça me paraissait naturel, tu vois. Pour moi, si tu réfléchissais un peu à la situation 3 secondes, tu comprenais que les trucs, ils étaient pas mal. Je te donne un exemple rapide, tu vois. Une fois, j'organise un événement avec une salle de sport, tu vois, et je devais tatouer un copain dans la salle de sport, et on devait faire la pub et la communication du salon de tatouage dans la salle de sport, et la première réaction de cette personne-là, au lieu de me dire « Oh putain, trop cool, machin et tout, ça va nous faire une pub de fou et tout », c'est « Et moi, qu'est-ce que j'y gagne ?» Et moi je suis resté scotché, je me dis comment ça, qu'est-ce que tu gagnes? Je veux dire, le game pour moi il est évident là, tu vois, je veux dire, toi pendant que moi je vais tatouer le gars que je peux pas trop parler avec les gens, toi tu vas pouvoir parler avec tout le monde et serrer des mains et rencontrer des gens intéressants. Et pouvoir éventuellement peut-être valider des rendez-vous, j'en sais rien moi, tu vois, des choses que je peux pas faire parce que moi je suis en train de, entre guillemets, performer. Et voilà, mais pour lui, c'était pas évident. Et moi, pour moi, c'était pas logique qu'ils comprennent pas. Et parce qu'à cette époque-là, j'avais pas toutes les clés que j'ai aujourd'hui. Et en gros, sans ces clés-là, eh ben, tu peux aller au conflit, puisque vu qu'il me comprend pas et que je le comprends pas, le premier réflexe de dire, c'est que putain, c'est un con lui, tu vois. Vraiment. Alors qu'en fait, non, c'est juste qu'il a une vision du monde qui est complètement différente de la tienne. Il n'a pas les mêmes priorités que toi et il comprend pas comment toi tu réfléchis et il n'a pas, tu vois, il va pas avoir les mêmes gains que toi sur la même situation. Mais justement, pour comprendre, quand on comprend pas quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On pose des questions. Et les bonnes questions. Alors, juste, je voulais revenir sur l'écoute, parce que là, le questionnement, lors de poser les bonnes questions, etc., ça peut faire un autre sujet, c'est assez conséquent. Savoir écouter, alors moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est « écoute pour comprendre et non pour répondre ». Souvent, on a tendance à converser et on ne laisse pas finir la personne. Et surtout s'il y a un blanc, la personne en face, elle a toujours le besoin de le remplir. Sauf que pendant le blanc, il y a une élaboration de la pensée. Et si la personne, elle est capable de se taire, elle laisse la personne, l'autre en face, développer son idée et communiquer en fait. Et bien souvent, on a toujours besoin de rebondir et de raconter la sienne. Non, savoir écouter, c'est savoir se taire en fait. Et c'est savoir observer aussi. Observer le non-verbal, observer la respiration de la personne, la moiteur des mains, la couleur de la peau. Et ça, c'est important dans un salon de tatou, même de partout en fait. J'en ai fait l'expérience tout à l'heure justement. J'avais un rendez-vous avec un jeune là, un collègue du sport. Et ce jeune, en fait, il était hyper stressé, mais il ne me le disait pas. Et quand j'ai commencé à lui écrire avec je l'ai rasé, j'ai nettoyé la peau, je l'ai rasé, j'ai écrit avec un stylo. Là, j'ai senti le tremblement dans son corps. J'ai dit, tu te sens pas bien? Il me dit, ouais, j'ai un peu peur et tout. J'ai dit, bon, tu veux t'asseoir? Ouais, j'ai la tête qui tourne. Ah, voilà. J'ai des informations parce que je lui pose des questions, parce que je l'observe, parce que je le sens. Et c'est ça l'écoute, en fait. C'est juste ça. C'est lui donner de la place pour qu'il arrive à s'exprimer, quoi, en fait.
En gros, c'est une mécanique qui est complexe parce que toi, tu vas avoir une information qui va peut-être te perturber. C'est dans le sens, le mec, tu le sens pas, il est moite et tout. Tu te dis putain, il a pas envie, il veut pas se faire tatouer par moi. Tu peux l'interpréter pour toi, en fait, le truc. Hein. Et Justement, il faut pas prendre les choses pour soi, et ça, on le verra après. du coup, le fait de poser des questions et d'écouter les réponses, bah, de un, ça te permet d'apaiser un peu les choses, et de deux, ça te permet de mieux comprendre. Voilà, c'est quand tu dis ça, ça a l'air putain de tellement con, mais en fait, tu vois, tu le fais pas, quoi. Personne ne le fait. Il n'y a pas beaucoup de monde le fait quand tu es dans le feu de l'action. Bah non, et puis après, voilà, de savoir écouter et observer. Donc, pour moi, l'écoute, c'est l'observation aussi. Tu vas avoir des informations, et puis ces informations, tu vas valider la compréhension de ce que le client te dit aussi, parce que tu vas utiliser la reformulation. Donc si tu sais bien écouter et bien reformuler, tu peux valider avec la personne si tu as bien compris, parce que c'est super important dans le tatou de bien comprendre la demande du client. Et donc là, donc tu valides, et c'est aussi créer l'alliance avec son client. Quand tu sais l'écouter, la personne, elle va dire « Ah, pétard, waouh, là-bas, elle a vu de suite ce que je voulais, ce que je voulais pas, ce que je pensais, ce que pétard, elle a senti, elle a compris. » Enfin, voilà, c'est créer l'alliance avec le client, quoi. C'est pareil avec ton collègue de travail, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il faut savoir créer l'alliance et tout, c'est la même chose. Hein. C'est ce que tu sais faire avec le client, en fait, il faut savoir le faire avec les gens avec qui tu travailles tous les jours. C'est très bien ta remarque, parce que j'allais sur le client alors qu'on parle des collègues de travail. Et effectivement, c'est super ton... Merci. Je suis le gardien de la conversation. Heureusement que tu es là. Et ben oui, forcément, ça aide de savoir communiquer, de savoir écouter au sein d'une équipe, quoi. Dans une équipe, donc là on a vu l'écoute, et bien il y a d'autres choses qui peuvent être mises en place, tu vois, c'est justement de mettre en place un cadre qui permet à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Donc du coup on a vu la première étape avec la mise en place des valeurs. Mais l'autre truc qu'il faut vraiment absolument faire, c'est faire des réunions régulières pour pouvoir exprimer ce qu'on ressent et ce qu'on a vécu, tu vois. En fait, il faut pouvoir avoir la possibilité de déclencher une réunion quand il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et dans l'idéal, c'est pas la déclencher quand ça va pas, mais de la prévoir et de faire des réunions pour prévenir des conflits. Dans l'idéal, c'est ça. Mais bon, après, des fois, l'emploi... Enfin, moi, je sais que nous, des fois, on a ce problème-là, c'est l'emploi du temps qui rend ça difficile. Et ouais, le fait de le faire sur un rythme régulier, en fait, sur un rythme récurrent, ça peut être pas mal. Ça évite de collectionner des timbres. Alors, qu'est-ce que c'est la collection de timbres ? C'est des petites choses qu'on peut observer dans son quotidien avec ses collaborateurs, et c'est des choses qu'on n'a pas forcément le temps de dire sur le moment. Et là, on va collectionner un premier timbre. On va dire, bon, ça, je lui dirai la prochaine fois. Tiens, ça m'a pas plu chez elle. Ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait. Ben, ça, c'est une collection de timbres. Et à un moment donné, il faut savoir, et les réunions sont là, il faut savoir dire, voilà, moi j'ai une petite collection de timbres, j'en ai 2-3, j'aimerais en discuter avec vous. Et on décolle. On les cumule pas, on fait pas la collection, justement. Voilà, pour le coup, nous, on était 5, maintenant on n'est plus que 3, c'est plus facile. Mais il faut avoir entre guillemets, un maître de cérémonie un peu impartial, quelqu'un qui a des compétences, on va dire, entre guillemets, qui est dans l'empathie et qui sait comprendre comment les uns fonctionnent, comment les autres fonctionnent. En fait, il faut quelqu'un qui sache, à un moment donné, pouvoir accompagner la personne qui n'arrive plus à gérer ses émotions et à la faire s'arrêter et à donner la parole à l'autre pour pouvoir répondre, et sans que ça parte en vrille, quoi. Oui, ben ça aussi, c'est un métier, en fait, hein, que de cadrer les réunions, parce que c'est pas rien aussi d'organiser une réunion et de laisser un espace de parole avec un espace de parole sécurisant, je dirais.
de pas se sentir jugé. De pouvoir dire écoute, parce qu'en fait quand tu ressens quelque chose, la première chose que tu as tendance à faire c'est dire ouais, la dernière fois tu as fait ça, tu as abusé, franchement c'est pas comme ça qu'on se comporte, etc. Tu vas avoir tendance à viser ton collègue, alors qu'en fait le premier truc à dire c'est il s'est passé ça et puis ça m'a fait me sentir mal. En fait il faut arriver à parler de ce qu'on ressent, et des fois quand on parle de ce qu'on ressent on a l'impression qu'on se livre et qu'on est faible. Et le travail de la personne qui va organiser ces réunions, c'est de faire en sorte que on n'ait pas de sentiment, qu'on soit à l'aise pour parler de cette façon-là avec le groupe. Ouais. Ben, c'est la confiance, hein, c'est la maturité du groupe, c'est la confiance, c'est ce qu'on a réussi à atteindre au jour d'aujourd'hui. Dans une réunion, s'il y a un conflit, c'est très important de ne pas prendre parti dans un conflit. Car quand on prend parti, c'est le nourrir. Et pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, on emploie tout le temps le jeu. Si tu emploies le jeu, forcément, il n'y a pas de problème. Si tu commences à incriminer l'autre en disant tu, le tu. Voilà, ça c'est la règle à savoir, c'est un outil super puissant, très simple, mais super puissant. Toujours parler de soi, toujours parler de ce qu'on ressent. Et comme disait Laurent, c'est souvent vu, surtout dans les entreprises, quand on parle de si tu arrives et tu dis oui, tu m'as dit ça et je me suis senti rabaissé, c'est déjà le fait de dire je me suis senti rabaissé, c'est se rabaisser, alors que non. Ça peut souvent être pris à la légère, dans le sens où la personne elle va te dire oui tu m'as fait ça, je me suis senti comme ça. Moi ça m'est souvent arrivé de me prendre la réflexion, ouais mais toi tu es trop sensible, tu es trop susceptible, tu es trop ci, tu es trop ça. Mais en fait, ça c'est un jugement, par exemple. Et c'est ça qu'on veut éviter dans ce genre de réunion là, c'est dire ok d'accord, on a bien entendu que ça s'est mal passé pour toi, alors maintenant on va en discuter, on va essayer de trouver des solutions. Voilà, les réunions ça sert à ça, et il faut en faire régulièrement pour éviter de faire exploser des bombes, ou tout à l'heure tu parlais de timbres et de philatélisme, tu vois, de se retrouver étouffé par une collection de timbres partout. Oui, puis des fois les réunions, même s'il n'y a pas de conflit, on les fait aussi pour dire regarde, en ce moment je sens qu'il y a une tension chez toi, il y a quelque chose, voilà, et on est là aussi pour mettre en lumière, pour faire conscientiser la personne que on ressent quelque chose au sein de l'entreprise, au sein de l'équipe, enfin peu importe. Et voilà, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Et un outil très simple à mettre en place et super puissant, c'est la météo interne. Et alors, la météo interne, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, le matin, tu arrives, tu dis comment tu vas. Aujourd'hui, les gens vous répondent généralement 98% du temps, ça va et toi ? Nous, ici, c'est pas ça va. C'est comment tu vas. Mais comment tu vas vraiment ? Et le vraiment a toute son importance. Est-ce que tu as bien dormi ? Tu as pu te ressourcer ce week-end ? Tu as pu te reposer ? Etc. C'est ça, de savoir comment tu vas. Et faire attention à l'autre, c'est super important aussi. Et oui, c'est pas facile. C'est pas facile de surtout dire comment tu vas le matin quand tu arrives. Parce que si tu t'es... une connerie, tu t'es disputé la veille, ou t'as appris une mauvaise nouvelle, ou etc. Des fois t'as pas forcément envie d'en parler quand on vient te titiller. Moi je sais que j'ai un peu ce caractère un peu... Oui, mais le fait je suis un peu bourru, mais après au final une fois que tu l'as dit, c'est dur de le dire, mais après une fois que tu l'as dit, d'un coup tu es libéré d'un poids, quoi, tu vois. Et t'es tout excusable, du coup, si t'es désagréable, on saura pourquoi. Et on ne viendra pas te juger en disant quelle tête de con celui-là. Non, on saura que aujourd'hui, oui, il a la tête de con, on sait pourquoi, on va. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, justement, si aujourd'hui, tu as, entre guillemets, ta fameuse tête de con, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu la déposes plus vite et pas qu'on se la tape toute la journée ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, pour aller vers quelque chose de plus positif aujourd'hui ? Et voilà, je veux dire, il suffit simplement de communiquer pour arranger des choses, en fait. Ça a l'air simple, mais c'est pas si simple. Non, c'est pas simple du tout. Et du coup, la prochaine étape, là, donc là, on en est au fait de... Tu vois, on a mis les réunions en place, tu vois. Et l'autre truc à faire, surtout quand on est gérant de salon, donc on va en parler plus
plus dans ce cadre-là, quoi. C'est de trouver l'équilibre entre la relation d'égal à égal avec tes collègues et puis le leadership du gérant, quoi. C'est-à-dire, elle est où la frontière où, donc, tu es mon égal parce que tu fais le même taf que moi. Généralement, dans un salon, tout le monde est indépendant, tout le monde est plus ou moins à son compte. Et qu'est-ce qui va faire que toi, gérant du salon, tu vas, entre guillemets, être à la fois égal et à la fois au-dessus des autres, quoi, tu vois. C'est malheureux, mais par expérience, on a remarqué qu'il faut un référent. C'est important d'avoir un référent. Et si ce référent-là, il n'est pas reconnu, généralement, c'est là où les problèmes ils commencent. On s'est jamais posé la question, c'est qui le référent entre toi et moi? C'est qui le chef? Je sais pas. Mais... Juridiquement, c'est moi, parce que j'ai mon nom partout sur les papiers. Après, tu es plus compétente que moi pour faire passer des informations entre guillemets de patron, quoi, tu vois. Voilà. Moi, je suis le mec. Moi, je serais bien tu vois, le gars de l'ombre, tu vois, qui susurre à l'oreille de Ludivine qu'est-ce qu'il faut dire, et puis je regarde de loin, tu vois. C'est plus confortable pour moi. En fait, toi, tu sais mettre la forme. Moi, je sais pas toujours mettre les formes, mais par contre, je sais faire passer les messages. Mais j'ai appris à mettre les formes quand même. Ouais, tu fais mieux qu'avant. Ça va mieux qu'avant. Voilà. Moi, je sais mettre les formes, mais par contre, c'est avant de me lancer pour annoncer quelque chose de pas confortable ou justement régler des conflits. Je pense tellement à comment les gens vont réagir en face que ça me met mal. Je me dis putain, je vais lui annoncer ça, mais comment il va le prendre et tout. Alors qu'en fait, si tu fais les choses comme il faut, normalement c'est bien pris, mais... Mais après, moi j'ai envie de te dire, on n'est pas responsable de... À partir du moment où tu fais des choses, tu dis des choses sans accuser, mais tu poses des faits, tu dis les choses avec bienveillance, en fait, tu n'es pas responsable de ce que la personne peut ressentir. Voilà. Donc partant de là... Bon, l'équilibre, en fait, il va se faire dans le sens où, déjà... Quand on travaille sur les valeurs et sur ces choses-là, quand on pose le cadre de départ et le cadre de la réunion, c'est important de dire aux gens, voilà, aujourd'hui, moi, sur tel plan, tout le monde sera d'égal à égal. Par contre, pour tout ce qui touche, on va dire, la vie du salon, la communication du salon, l'image du salon, etc., vous êtes venu me rejoindre et travailler avec moi. Je vous remercie d'avoir fait ce choix. Si par contre, les choix stratégiques, ils me reviennent à moi parce que juridiquement, je suis le représentant légal de la structure. Voilà, donc c'est soit, ça ne veut pas dire que je vais faire les choses de mon côté, ça veut dire que je vais poser un cadre et je vais le soumettre à votre validation, mais le cadre, c'est moi qui le construis. Voilà, je le construis avec votre aide, mais c'est moi qui le construis. Et c'est là que ton leadership, c'est là où tu fais la différence. C'est du management collaboratif. Voilà, c'est ça. Tu es leader, mais tu as l'aide de tes collègues pour construire un truc qui est confortable pour tout le monde, quoi, on va dire. C'est comme si, voilà, c'est la différence entre le mec, le dictateur qui va arriver et qui va dire c'est comme ça que ça se passe, tu dois être au salon de 9h à 18h et je veux pas que ça soit autrement, etc. Ça s'appelle du salariat déguisé. Du management autoritaire, et ça on l'a vu, ça ne fonctionne absolument pas. Non, ça mène nulle part, voilà. Et le dernier point aussi qui est important, quand tu es gérant de salon et que tu as une équipe à motiver, et ça marche aussi quand tu es juste collaborateur, quoi, tu vois, c'est savoir donner de la reconnaissance aux gens qui travaillent avec toi et mettre en valeur ce qu'ils font de bien, et ça c'est méga important. Et il faut s'intéresser aux gens, mais sincèrement à eux, c'est-à-dire leur poser des questions parce que ça t'intéresse vraiment de leur poser des questions. Et c'est pour ça que le choix de ton collaborateur, c'est pas juste un choix économique. Enfin, chez nous en tout cas, c'est important que ce soit pas juste ça, parce qu'on pourrait faire rentrer des gens rapidement au salon parce qu'on a besoin de rentrer des sous, parce qu'il faut payer des factures, etc. Mais le but, c'est qu'on crée quelque chose de magique et que ça fonctionne du feu de Dieu et que tout le monde soit heureux d'être présent pour partager entre 6, 8 et 9 heures de taf ensemble, quoi. Ouais. De la reconnaissance, et je rajouterais de la gratitude. La gratitude, c'est tout simplement de dire merci. Il faut savoir dire merci tous les jours,
pour tout ce qui peut se passer de bien dans la journée. Et nous, il passait un temps, on l'a arrêté, mais on faisait les 3 kiffs de la journée. Et ça, c'est chouette de focaliser son attention sur les choses positives. Et à quoi tu as envie de dire merci. Et ça cultive la positive attitude. Tiens, d'ailleurs, 3 kiffs de la journée aujourd'hui ? Ouais, tu me prends de court là, waouh. 3 kiffs de la journée. J'ai fait une planche de flash. Premier truc qui me vient, je suis content parce qu'on a la soirée flash qui arrive à la fin de la semaine. Elle sera passée quand le podcast sera sorti. Un deuxième truc, vite fait là, qui vient comme ça, la séance de sport de ce matin, voilà, qui était top avec ma fille. Et troisième truc. Alors moi je te dis juste connecte-toi au moment présent. Ouais, le moment qu'on est en train de passer là, le podcast, l'enregistrement. Oui, ça c'est toujours chouette parce qu'on s'amuse beaucoup à faire ça. J'espère que vous vous amusez aussi à nous écouter. On va terminer avec parce que comment on fait pour arriver à obtenir, on va dire, ces compétences et cette ouverture d'esprit là. Donc on a parlé de la lecture tout à l'heure. Il y a la formation. La formation. Si vous avez besoin d'aide ou d'informations, vous n'hésitez pas à envoyer un message sur la page Insta du salon ou peu importe quoi, sur n'importe quel réseau, on vous répondra et on pourra peut-être vous dire qu'est-ce qu'on a fait nous, ça vous donnera une idée de qu'est-ce qu'il faut chercher sur internet comme organiser une formation. Et après, j'ai parlé tout à l'heure que les bouquins c'était bien mais que pratiquer c'était mieux, mais les bouquins c'est quand même chouette et on va vous montrer vite fait une liste de bouquins qui est sympa à lire pour démarrer là-dedans quoi. Moi j'ai envie de vous parler des 5 blessures parce que ça permet de prendre conscience des blessures qui nous ont blessés dans notre enfance et qu'on se traîne et qui font qu'on va avoir des comportements divers et variés suite à ces blessures. Alors, j'ai pas les 5 blessures, j'ai pas trouvé. Par contre, il y a aussi la guérison des 5 blessures de Louise Bourbeau. Et tu l'as pas trouvé parce que tu le fais cadeau à tout le monde à chaque fois, donc tu le rachètes tout le temps. Ouais. Et c'est son truc, tu sais. Tu devrais lire ça, tu vois. C'est un message subliminal pour dire tu es lourd, va travailler sur toi. Et après, il y a les accords Toltec. Bon, les 4 accords Toltec, sauf que ça a été mis à jour et il y en a 5 maintenant. De Don Miguel Ruiz, Don José Ruiz. Il est top. Franchement, il est top. Tu sais que je les ai toujours pas lus, ces deux-là. Les accords Toltec ? Les deux là. 5 blessures et accords Toltec, j'ai pas lu. Je scrolle plus que ce que tu lis. Donc forcément. Hein. Après, on a le Comment se faire des amis. Celui-là, il est cool. Moi, je l'ai lu. Dale Carnegie. Moi, je l'ai lu et je l'ai commencé. Et en fait, c'est un truc qui est traduit américain. C'est très. Des fois, c'est un peu chiant comme c'est traduit. Mais après, au bout d'un moment, tu prends le rythme et c'est super cool. Et c'est vraiment un livre qui te fait ouvrir les yeux sur le fait que t'intéresser sincèrement aux gens. Ça change la vie, mais vraiment dans le sens où tu vois, t'as des exemples de gens qui ont signé des contrats commerciaux de fou juste parce qu'ils se sont vraiment intéressés à leurs clients, mais d'une manière sincère quoi. Et donc ça rend service dans ta vie perso, dans ta vie pro, voilà. Donc le livre est vraiment top et c'est vraiment quelque chose à lire. Les mots sont des fenêtres de Marshall Rosenberg. Ça c'est le top du top. Pour la communication non violente, il est vraiment chouette ce livre. Communication non violente, elle a super chaud à mettre en place. C'est-à-dire, faut l'avoir en tête, mais le pratiquer tous les jours, c'est un exercice qui est très très difficile. Mais en avoir conscience, c'est déjà un bon début. Alors celui-là, je ne l'ai pas fini. C'est Rebecca Shankland. On l'a rencontrée l'année dernière en Corse. Elle est venue faire une conférence. Elle a écrit avec Christophe André, qui est très connu. Ces liens qui nous font vivre et il est vraiment super chez Odile Jacob. Franchement, il est top. Et puis il y en a plein d'autres. Franchement, j'ai fait une petite sélection, mais il y en a plein. Il y a la PNL pour les nuls aussi, programmation neurolinguistique qui peut vous aider. Le coaching, savoir coacher. Enfin bon, il y a plein d'outils dans tous ces livres. Mais effectivement, si vous faites accompagner, en plus, je pense que c'est un très bon choix. Ouais, et puis vous pouvez aussi investir dans les tests de personnalité. Ça, c'est pas de l'argent jeté en l'air. Ça permet vraiment de comprendre comment on fonctionne. C'est top. Et puis sur ces derniers mots, on va pouvoir se dire au revoir. Et j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie.
Juste, ouais, voilà, c'est ça que je voulais revenir dessus. C'est donc voilà, si vous avez kiffé tout ce qu'on a dit là maintenant, etc. Bon, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous envoyer via n'importe quelle plateforme, on répondra, il n'y a pas de souci. Et puis si vous avez aimé, alors n'hésitez pas, si vous êtes sur Spotify, si vous êtes sur Apple Podcast, si vous êtes sur un truc qui permet de mettre des notes ou des commentaires, lâchez-vous parce que c'est ça qui nous aide à progresser. Et, Tu vois, quand tu fais ça, tu as activé ton rouge. T'es bon vendeur là. je veux vendre, je sais vendre. Et voilà, donc n'hésitez pas. Et puis on se retrouve bientôt, la semaine prochaine, hein, si tout va bien. Et voilà, donc merci encore. Et puis à la prochaine. À très vite. Ciao, ciao.